Bonjour à tous les amis qui sont à travers le monde et surtout ceux de Côte d'Ivoire, car c'est un sujet qui va porter sur, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, mais aussi sur certains pays, car le même phénomène se reproduit un peu partout en Afrique. Il s'agit des inondations qui ont fait des victimes humaines, des dégâts matériels importants dans la ville d'Abidjan. Cette semaine passée, la nuit du 18 au 19 juin 2018, où nous avons enregistré beaucoup de morts et beaucoup de dégâts matériels. Le président de la République est revenu d'un séjour qu'il effectuait en Europe, en France, et il a pris des décisions qui ont commencé à être exécutées, car nous avons déjà les premières vidéos de France 5, TV5 Monde Afrique, qui nous diffuse des images de démolition de maisons dans le lieu où il y a eu ces inondations, surtout à Cocody. Je ne comprends pas ce que recherche le gouvernement en réalité. J'ai l'impression que ces inondations sont aussi un prétexte pour déguerpir des gens. Après ce qui a été fait par la Tikoji au nom de l'État de Côte d'Ivoire pour déguerpir des gens. On nous dit que ces personnes qui sont sur ces sites sont en danger et qu'il faut les déguerpir et les mettre dans des gymnases. Et on ne nous dit pas après ce qu'on fera d'eux. C'est quand même étrange parce que ce genre de décision doit se prendre avec l'accord même de tous les membres du gouvernement en conseil des ministres et aussi, je pense, avec les populations elles-mêmes, la société civile, surtout les personnes qui habitent dans ces lieux. On voit bien qu'il n'y a aucun programme qui a été mis en place par le gouvernement pour résoudre le problème des inondations. Le problème que je vois dans beaucoup de villes Gagnoa, Tia Salé et San Pedro, ce n'est pas la quantité d'eau qui tombe sur la Côte d'Ivoire qui est le problème. Le problème est lié à notre urbanisation en fait. Parce qu'il y a des quartiers dans les villes de Côte d'Ivoire où on a construit des demeures qui doivent être dans ces endroits. Donc, le problème, c'est de savoir qui a autorisé ces demeures à être construites. Ces personnes sont sur des sites où on trouve des rues, des caniveaux. Ça veut donc dire que l'État avait déjà viabilisé cet endroit pour permettre l'habitation des gens. Ce n'est donc pas là encore le moment de venir détruire. Il fallait plutôt construire les choses. Le second point est la promptitude avec laquelle le président prend une décision et est exécuté. Et dès qu'il a annoncé qu'on va détruire ces maisons, sans aucune étude menée réellement pour voir s'il faut tout détruire ou pas, on commence à détruire des maisons. Comme si c'était un plan qui était déjà conçu avant même les pluies. Et que les pluies sont venues être le prétexte qu'il fallait maintenant utiliser pour déguerpir ces endroits. C'est l'impression que moi j'ai quand je vois l'action du gouvernement. Il y a des images d'un site immobilier qu'on construit. Je vais mettre dans cette vidéo-là, où on voit bien sûr des villas être construites dans un endroit qui est encore plus dangereux que là où on détruit actuellement. Et là, on ne voit aucune action du gouvernement. Donc si on veut vraiment prendre comme prétexte que c'est parce que des gens, leur vie est en danger qu'il faut détruire, il va donc falloir détruire toutes les maisons d'Abidjan qui sont supposées être en danger en cas de pluie. Cela corrélait à dire qu'il faut une expertise, une équipe d'experts pour nous dire cet endroit est dangereux pour construire, on ne va pas y construire, il faut casser. Mais là, il faut remonter toute la chaîne administrative pour savoir comment le terrain a été alloué à la personne, il a construit, comment le dédommager. C'est ça qui nous revient à dire que le gouvernement travaille de manière archaïque et trop traditionnelle. Aucune modernité, aucun modernisme dans l'action du gouvernement. Ça, c'est un premier point. Le second point est, dans d'autres villes d'Afrique aussi, comme à Libreville et autres, les mêmes phénomènes sont là aussi, au Ghana et autres. Mais jusqu'à présent, quand je regarde ces pays, aucun n'a encore entrepris de faire ce que nous on fait déjà. La plupart des pays sont en train d'étudier ce qui provoque. Mettre en place une équipe qui va donc étudier ce qui provoque ces pertes en vie humaine et essayer de réduire pour la prochaine fois ces pertes en vie humaine. Les députés en Côte d'Ivoire ne savent pas pourquoi ils sont députés. Donc, eux, ils sont absents. Les populations sont livrées à elles-mêmes. On est dans un délabrement total de l'administration dans son suivi dans cette affaire. Et de deux, chacun est préoccupé par les élections à venir
que du sort de ceux qui doivent les élire. Si les Ivoiriens avaient une formation politique adéquate et de qualité, nous serions aujourd'hui à sanctionner le RHDP dans les élections à venir, qui sont les élections municipales et régionales, car ils ont échoué dans la gestion de la collectivité territoriale. Vous n'avez pas une ville de Côte d'Ivoire où vous allez trouver quelqu'un qui est fier d'un maire qui est dans cette zone, surtout les maires RHDP. Donc, ces élections à venir auraient dû être finalement une sanction pour le RHDP. Malheureusement, l'esprit des électeurs n'est pas arrivé à un stade où ils peuvent discerner les discours politiques, qui fait que, vu les billets de banque qu'on leur présente, ils voteront toujours les mêmes qui n'auront jamais le temps pour eux. Quand vous votez un ministre maire et qu'après vous venez vous plaindre qu'il est absent de la mairie, ne vous moquez pas des gens. Vous moquez de vous-même de votre inaptitude à prendre des décisions qui vous concernent. Donc, après dire qu'il faut voter les bonnes personnes aux bons endroits et après aller voter un ministre pour être maire et se plaindre après de son absence à la mairie, j'appelle ça la démagogie populaire. C'est le peuple ivoirien lui-même qui provoque les politiques de ce genre. Vous votez des personnes que vous savez sont toujours proches de vous, en tout temps. Pendant que les gens meurent à Abidjan, on offre des millions à gens pour aller s'enrôler. Ça fait pitié, mais c'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a plus pitié pour l'être humain, il n'y a plus d'humanisme dans la vie. C'est désolant, mais c'est ce à quoi nous nous sommes préparés nous-mêmes depuis très longtemps. J'aimerais donc signaler que depuis la crise des inondations a commencé en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune cellule préparée pour gérer les inondations. On fait comme on peut, comme à la gare. Normalement, la police, la gendarmerie, l'armée, les marins et autres devaient être réquisitionnés pour venir aider à déguerpir les populations qui sont menacées, qui sont fragilisées dans cette affaire d'inondation. Je vois même qu'on n'a même pas de drone pour essayer de repérer les potentielles personnes en danger sur les toits des maisons et aller les chercher avec des hélicoptères. On aurait dû réquisitionner nos hélicoptères qui sont en Côte d'Ivoire, même pour la présidence, les hélicoptères privés, pour soutenir le déguerpissement et la protection des civils. En plus, il fallait embaucher, enrôler des jeunes volontaires, leur donner quelque chose quand même financièrement, un petit salaire, pour remplir des sacs de sable, pour former des digues, pour que l'eau ne déborde pas. Un caniveau peut être débouché, ne pas être obstrué du tout. Mais un problème se pose. Quand vous avez un caniveau d'une largeur qui fait à peine 1 mètre et d'une profondeur qui fait à peine 1 mètre et demi, et qu'une quantité d'eau vient dans ce caniveau, si elle est trop élevée, cette quantité d'eau, le caniveau va être débordé et l'eau va se répandre sur la route et va commencer à couler dans l'endroit où il y a l'espace pour couler. Souvent, c'est sous le portail et dans les maisons après. Le problème, ce n'est pas seulement de récurer les caniveaux, mais le problème, c'est de faire des caniveaux qui puissent recueillir une quantité importante et suffisante d'eau. J'ai vu des caniveaux à Abidjan, ça ne peut pas supporter les quantités d'eau de pluie qui tombent. Donc, même si on les nettoie, si l'eau vient en abondance, ces caniveaux ne pourront pas les contenir. Donc, il faut travailler aussi sur ce plan-là. Donc, ce n'est pas forcément parce que les caniveaux sont bouchés que l'eau déborde, mais souvent, ces caniveaux sont très petits. Et parfois, sur des voies qui font des kilomètres, le caniveau ne fait pas la même longueur que la voie. Soit le caniveau s'achève quelque part. Donc, ça, même si ce n'est pas bouché, une fois le caniveau s'achève alors que la rue n'est pas achevée, bien sûr, c'est évident que l'eau va déborder le caniveau, là, ça s'arrête. On doit repenser notre urbanisation. Et j'ai toujours dit que pour désengorger la ville d'Abidjan de sa population, il faut créer le développement au nord pour provoquer un exode des jeunes vers le nord. Ils sont venus du nord vers le sud pour chercher l'habitance, qu'ils ne trouvent pratiquement jamais. Il faut donc leur créer des conditions de retour au nord. J'appelle ça l'exode économique. Pour que les jeunes du nord qui sont venus à Abidjan, n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, puissent avoir des opportunités dans leur région d'origine, où ils iront se relocaliser et vont donc désengorger la ville d'Abidjan. C'est ce qui doit être fait comme politique. Et c'est ce qui est à faire comme politique. Sur ce, arrêtons d'attribuer des lots de terrain à des opérations immobilières qui, comme je vous le montre dans la vidéo, dans la photo, sont des potentiels dangers demain, qu'on va venir après détruire quand il y aura des morts d'hommes, alors qu'on voit très bien que même sans un expert en géobéton ou en géométrie ou en construction, c'est déjà un danger d'avoir ce genre de complexe immobilier
dans un endroit pareil. Bonne semaine à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen.